Alors, aujourd'hui, je vais examiner la question de la valeur du travail à partir de l'examen de la hiérarchie des professions et de leur évaluation. Et j'espère pouvoir achever cet exposé aujourd'hui et vous donner la semaine prochaine la totalité du puzzle que j'ai constitué au cours de toute cette série de séances. Et je résoudrai, je pense, toutes les questions que j'ai disposées peu à peu. À propos, puisque ma chaire s'intitule Sociologie du travail créateur, à propos notamment des professions artistiques qui sont un bon cas d'analyse de toutes les dimensions que j'ai explorées. Alors, mais aujourd'hui, il s'agit d'examiner les professions dans la stratification sociale et d'examiner la hiérarchie de ces professions et leur évaluation à partir de leur prestige relatif, des scores de ce qu'on appelle le statut socio-économique ou de leur position dans une catégorisation ensembliste du monde social selon un découpage en classes sociales. Le principe des enquêtes sur les professions qui cherchent à déterminer la valeur relative de ces professions à partir de la cotation que font les individus eux-mêmes, il a ses origines dans des travaux notamment nord-américains de sociologie et de sciences politiques qui, depuis le début du XXe siècle et jusqu'au milieu notamment, ont produit des cartographies sociales, des relations sociales et des hiérarchies sociales, notamment en étudiant de petites communautés. On voulait étudier la distribution des positions sociales et créer des indices de hiérarchie de ces positions sociales en procédant essentiellement de deux façons. Demander aux individus de la communauté de citer les gens les plus importants de leur communauté ou demander de classer un nombre limité de professions dans un ensemble de 9 ou 10 groupes de manière à distribuer ces professions selon un indice ou une valeur de standing social, comme on dit, élevé, moyen ou bas. Et donc, on cherchait à capter ainsi la position sociale des professions dans ces petites communautés. Vous allez comprendre ce que veut dire le terme petit ou grande communauté, parce que la question de la connaissance et de l'interconnaissance des professions est essentielle. Évidemment, avec l'urbanisation croissante et la taille croissante des villes, les communautés d'interconnaissance sont devenues plus difficiles à faire fonctionner et cette interconnaissance directe a peu à peu disparu et donc aussi la capacité de classer hiérarchiquement directement les professions sur la base de ces attributs d'interconnaissance. Et par ailleurs, le nombre des professions présentes dans une aire géographique urbaine et notamment dans des grandes communautés urbaines, augmentait évidemment beaucoup et la familiarité de chaque titulaire d'un métier avec les autres métiers ou la totalité des métiers de son environnement devenait évidemment beaucoup plus limitée. Mais pendant ce temps-là, la recherche, notamment sociodémographique et socio-économique, s'est beaucoup développée, s'est armée d'outils de recherche puissants, de technologies nécessaires à l'enquête sur de grandes populations. Et donc, aux enquêtes plutôt de nature anthropologique se sont substituées les grandes enquêtes nationales et internationales. Les recherches sur ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore aux États-Unis le social standing des professions, ces enquêtes se sont développées après la Deuxième Guerre notamment, et à travers un certain nombre d'études célèbres, North et Hatt en 1947, le National Opinion Research Center a fait une grande enquête en 1964, et ces enquêtes ont peu à peu servi à constituer des mesures standards de la valeur des professions, avec par exemple en 1977 un ouvrage célèbre de Treyman, The Standard International Occupational Prestige Scale, qui a été ensuite complété et révisé. Ces enquêtes, par exemple le livre de Treyman, cite à peu près 80 études menées dans 60 pays de tous les continents qui examinent comment les individus évaluent les professions de leur société. Et le résultat sur lequel insiste Treyman est double. D'une part, il y a une très forte convergence des évaluations issues pourtant de contextes nationaux très divers. Et deuxièmement, il y a une assez forte ou même une très forte inertie historique, parfois même multiséculaire, de l'évaluation des professions.
Il faudra garder ces éléments en mémoire parce que la variabilité aujourd'hui peut être éventuellement plus forte, mais l'inertie mérite d'être méditée. Notons aussi qu'à l'époque, la France ne disposait d'aucune enquête du type que je mentionne. Il y a eu une enquête en 1972 de l'INSEE, mais note les auteurs dont je vais parler dans quelques minutes, Chambaz, Morin et Torelli, qui ont fait eux-mêmes ce type d'enquête dont je parle, mais plus tard, ils notent que cette enquête de 72 n'a jamais donné lieu à une publication. En revanche, dans beaucoup de pays, et en France aussi, se sont multipliées les analyses sociodémographiques, des données sociodémographiques, des recensements de la population, pour identifier les caractéristiques sociales et économiques des professions à partir de ces informations. Mais ces travaux, menés selon des protocoles divers et parfois des protocoles changeants dans un même pays, en raison de changements de classification et de catégorisation des professions, ne débouchent pas sur ce que produit l'échelle dont j'ai parlé à l'instant, une échelle linéaire des statuts des professions à partir de leur cotation de prestige ou de valeur sociale. Les recensements et les classifications des professions et des ensembles professionnels auxquels procède par exemple l'INSEE reposent sur des hypothèses qui construisent et imposent des catégories pour distribuer de manière ordinale les professions. J'y reviendrai. Par ailleurs, il y a un grand nombre, évidemment, de titres de professions et de métiers qui créent des difficultés de traitement statistique. Enfin, évidemment, la statistique publique agit comme prescriptrice de l'usage de ces catégories classificatoires qu'elle emploie, parce qu'elle met à disposition un volume considérable de données qu'elle produit et permet d'exploiter. Elle informe de ce fait-là la perception quotidienne et presque devenue spontanée du monde social à travers ces catégories classificatoires. Qui produit des catégories produit les moyens de percevoir le monde social à travers le filtre de ces catégories. Il est donc tout à fait essentiel de connaître la genèse, les modes de construction et les effets produits par la catégorisation du monde social. Évidemment, comme les enquêtes de grande ampleur ont un coût élevé, l'économie des enquêtes induit l'adoption des catégories et leur stabilisation. Cela dit, mon argument, c'est qu'il y a une double manière, au moins, de procéder à l'évaluation du travail professionnel, et c'est ce que je voudrais montrer. Donc, l'évolution, c'est-à-dire multiplication des enquêtes sur le prestige des professions d'un côté et production de données de plus en plus massives sur les caractéristiques des actifs et leurs professions, cette double évolution a conduit à poser la question de la mise en relation de ces deux types d'identification de la valeur des professions. Il y a deux voies qui se présentent pour opérer cette mise en relation. L'une consiste à concevoir une classification ordinale parcimonieuse, c'est-à-dire avec un nombre limité de catégories dans lesquelles sont logées les professions. C'est l'approche qui a été essentiellement adoptée en Europe et notamment en France aussi. Elle est centrée sur les relations, sur les classes sociales et sur les relations asymétriques de pouvoir qui existent entre les groupes sociaux et entre les individus au sein de ces groupes sociaux et qui résultent des interactions notamment dans le travail et dans les lieux de travail. Il en existe un certain nombre de variantes. Je vais citer celle très connue, notamment dans le monde européen, de Goldthorpe et de ses collègues Erickson et Portocarrero. Elle a consisté à établir un classement des professions à partir de deux ensembles de critères. Premièrement, des critères de position économique individuelle, de market position, si on veut, le revenu, le degré de sécurité économique dans l'emploi, les chances d'avancement professionnel, et deuxièmement, des critères de position dans l'organisation. Le rôle du management, l'autorité ou le contrôle exercé sur le travail, le degré d'autonomie professionnelle dans l'exécution du travail, la possibilité de la prise de décision et sa liberté, la taille de l'organisation. Cette approche par catégorisation en classes
a évidemment des inspirations et des orientations théoriques et des incarnations pratiques qui sont fort différentes et qui se sont combinées plus ou moins. La tradition marxiste, qui était fondée sur la distinction entre détention des moyens de production et subordination à l'autorité de l'employeur, et la vente de force de travail par le travailleur. La conception weberienne, qui part des positions sur le marché du travail en prenant en compte des différences de qualification et des compétences et les caractéristiques sectorielles des emplois. Et enfin, les théories de la stratification qui cherchent à déterminer par quelle représentation nous pouvons dénombrer les strates et les couches hiérarchisées d'une société. Cette représentation de la stratification a connu sa version, je veux dire, très décolorée dans l'idée qu'aujourd'hui on a un empire gigantesque des classes moyennes et puis qui est celui où on précipite à peu près 60% de la société, d'une société, et le reste se distribue des deux côtés, mais c'est en quelque sorte la limite de cette catégorisation par stratification, parce qu'elle tend à absorber au centre et finir par perdre toute signification, tellement on homogénéise des choses qui sont hétérogènes. Le point commun, et pourtant, et l'hypothèse de base de ces travaux, c'est bien celui-ci. Quand on veut travailler sur des catégorisations du travail, pratiquer donc une analyse de discontinuité des catégories. Ce n'est pas une représentation continue des situations, mais une discontinuité. L'idée, c'est qu'il existe une hétérogénéité externe qui s'exprime dans des écarts d'amplitude variables entre les groupes sociaux, mais il existe en revanche une homogénéité interne au groupe si la variance intragroupe est moins élevée que la variance intergroupe, within or between. La validité des conceptions catégorielles de la stratification est testée évidemment de manière empirique dans des travaux qui examinent si la variance de la distribution des facteurs qu'on considère, les revenus, la mobilité sociale, les préférences politiques, est essentiellement expliquée par ces discontinuités catégorielles et si la variance intracatégorielle est insignifiante ou faible. En fait, le principal usage aujourd'hui de ce type d'approche, c'est les travaux sur la mobilité sociale ou l'immobilité sociale intergénérationnelle. On cerne là un des aspects essentiels de ce qu'on appelle les analyses de stratification sociale. Il y a eu une tentative de construction européenne de classification des professions qui s'est appuyée en partie sur des idées de Goldsworth, que j'ai citées, et qui fait une place importante à la distinction entre salariat et indépendance, et aussi au sein de la relation salariale à la position dans l'organisation, en donnant notamment un poids important à ce qu'est le contrat de travail. On comprend que c'est une attitude européenne parce que le contrat de travail occupe une place beaucoup moins importante, par exemple aux États-Unis. Et on obtient une classification en 3 positions quand on s'intéresse uniquement au salariat. La relation de type contrat de travail comprend les situations où les contenus de l'emploi, les conditions d'exercice, la rémunération sont entièrement contenus dans le contrat passé entre employeur et salarié, et le contrat est soumis à un contrôle strict. L'inverse ou l'extrême opposé, c'est la relation de service, dans ce genre de catégorisation, qui décrit des situations où le salarié dispose d'une large autonomie dans l'exercice de son emploi, qui est lié par exemple à des fonctions d'encadrement ou à la possession de compétences techniques lui conférant une position d'expertise ou un pouvoir d'expertise. Le marché professionnel, on l'appellerait dans une catégorisation à trois types de marchés d'emploi. Et entre les deux, des situations dites mixtes qui relèvent pour partie du contrat et pour partie de la relation de service. Le type de... Alors, évidemment... bon, voilà, c'est le résultat. Il est écrit dans ce que j'ai pu loger. Vous ne pouvez pas le... Mais la classification est très connue. Vous pouvez la trouver. Ça s'appelle European Socio-Economic Classification. On voit ici la répartition à la fois verticale
par la hiérarchie des compétences et des revenus, et l'incidence de la relation d'emploi, les positions intermédiaires, je n'ai pas mon pointeur, mais les positions intermédiaires d'indépendance sont au centre et donc ne concernent pas la relation de contrat. Il est noté sans objet dans la deuxième colonne. Voilà. Et la question qui est... La nomenclature française contient des éléments de grande proximité avec cette représentation de la valeur sociale du travail selon les critères de hiérarchie et de distribution entre position de marché et position d'entreprise. Elle procède par la même distinction entre salariés et indépendants. Les professions libérales sont elles aussi regroupées partiellement avec les professions intellectuelles. De même, les agriculteurs, qui restent encore un cas tout à fait spécifique, disposent dans les nomenclatures, les deux, d'un groupe spécifique. Ils ont beaucoup diminué, mais ils restent un groupe très spécifique. Mais il y a aussi beaucoup de différences dans ces deux constructions. Je ne vais pas les détailler. Ce que je voudrais simplement vous montrer, c'est qu'est-ce que veut dire une nomenclature de ce type pour les individus qui doivent se représenter le monde social et la valeur de leur propre travail. Et on a procédé, des collègues ont procédé, je peux les citer, Alexandra Fillon, Jérôme Dovio, Laure de Verdal, Agnès Pelage, Tristan Poulouec, Cécile Brousse, Martine Mespoulet et Carolina Standard, ont procédé à une enquête européenne pour demander aux individus quelle était leur réaction à l'égard de ces classements et comment ils identifiaient la pertinence des critères de classement. On leur a soumis en quelque sorte des critères et on leur dit est-ce que ça fonctionne bien sur l'identification des professions et sur leur hiérarchisation. Et l'enquête a été faite sur 6 pays, sur 5 pays, et en Europe. Et on a regardé quels étaient les critères qui étaient les plus pertinents et les critères qui apparaissaient les moins pertinents dans ceux qu'on proposait pour dire est-ce que ces critères-là servent à construire ou non l'échelle que nous vous présentons. Et les 4 critères les plus cités sont, sans surprise d'une certaine manière, la qualification, le secteur d'activité, le prestige. Donc vous voyez cet élément de prestige sur lequel je vais revenir un peu plus tard, et le revenu. Il y a bien des écarts selon les pays. En Pologne, par exemple, le caractère manuel ou non manuel du travail compte beaucoup pour les enquêtés polonais. On peut y voir le produit, évidemment, d'une histoire et d'une transition dans une histoire. Inversement, et là est la surprise, des critères qui sont peu repérés sont des critères qui pourtant apparaissent dans la classification européenne ou la tentative de classification. Par exemple, l'autonomie, le nombre de personnes encadrées, mais aussi d'autres critères comme la pénibilité du travail. Et on voit bien ici se mélanger 2 manières d'appréhender le monde du travail. Une manière par la catégorisation catégorielle en classe et une manière par les conditions du travail et de son environnement. Et les 2 propriétés ne se rejoignent que sur certains critères particuliers dont j'ai déjà parlé antérieurement, par exemple l'autonomie dans le travail, la relation de subordination étant ici le cœur d'une longue et grande discussion sur qu'est-ce que la subordination implique. Ah oui, merci beaucoup, je ne l'avais pas vu, c'est gentil. Désolé d'avoir... Bon, voilà mon pointeur, donc je suis sauvé. La subordination étant le cœur d'une grande discussion à la fois juridique, politique, économique, puisque la subordination dans le salariat est génératrice de droits, mais qu'elle est aussi la marque de la limite d'autonomie de l'individu dans une relation de travail. J'en ai déjà parlé, et ce point-là est sans doute le point de convergence entre une analyse catégorielle et une analyse une analyse multidimensionnelle et une analyse continue. Alors, c'est cette deuxième approche continue que je vais maintenant vous présenter. Elle contraste avec l'approche catégorielle et discontinue. Cette approche-là part de listes existantes de professions
et de groupes professionnels existants avec leurs très nombreux intitulés de métiers, et elle les transforme en une échelle d'intervalle unidimensionnelle et continue par les opinions qui sont recueillies sur la valeur relative des différentes professions et la notation de ces professions pour les classer. Cette approche illustre les aspects en quelque sorte distributionnels de la stratification puisqu'elle classe les professions selon une hiérarchie continue et linéaire. Il y a deux manières de procéder pour y parvenir. La première fait appel aux réponses des individus qui sont interrogés pour évaluer un certain nombre de professions selon leur rang social, leur standing, selon le rang que les individus leur attribuent. Et donc, standing, c'est importance, position, rang, réputation, influence. Vous voyez, c'est à la fois ordinal et cardinal, si on veut. Le critère du prestige, qui résume parfois ce vocabulaire du standing, c'est donc le produit d'évaluations subjectives qui sont émises par des enquêtés, des échantillons d'individus enquêtés, à qui on demande d'émettre ce jugement pour noter et classer. Et donc, cet indice de prestige peut être considéré comme un indice d'estime sociale ou de considération sociale, ou peut-être aussi de désirabilité sociale à l'égard des professions, des différentes professions. On peut dire que c'est une marque de le prestige, c'est une rétribution en estime sociale ou en déférence sociale qui s'exprime en revenus par ailleurs ou en compensation à l'égard d'un revenu qu'on n'a pas. Si une profession est très rémunératrice mais a peu de prestige, on peut supposer que la rémunération compense le manque de prestige et inversement. Vous voyez les échelles qu'on peut imaginer de valorisation ou de dévalorisation des professions en termes monétaires ou non monétaires. Je vais y revenir. Donc, cette estime peut être évidemment convertie aussi en pouvoir et en privilège exclusif dans des relations d'interaction ou d'échange. Les professions libérales, qui sont des professions à monopole d'exercice dans beaucoup de pays, sont typiquement des professions qui ont toujours eu, qui ont mis en avant un prestige, une relation de service experte à l'égard de la société au motif d'un certain désintéressement, mais qui par ailleurs sont des professions qui sont très rémunératrices, avec éventuellement des fortes dispersions internes. Le cas aujourd'hui des métiers d'avocat est un des cas possibles d'analyse. Mais on a là le cumul des deux, mais l'argument du prestige et de la valeur sociale de ces professions, notamment en raison de l'asymétrie entre celui qui sait et celui qui vient consulter celui qui sait, cette valeur d'asymétrie doit être à la fois encadrée, mais elle est la source de ce prestige, bien sûr. La deuxième procédure de classement, elle s'appuie plutôt assez classiquement sur des critères simples comme le revenu et le niveau de formation initiale. On mesure ici les choses de manière objective et non pas subjective, et on fait la moyenne pondérée ou la somme pondérée du niveau moyen de revenu et du niveau moyen de qualification des membres d'une profession, éventuellement corrigé par l'âge. Et donc, on a ici, en quelque sorte, une transformation. Le niveau de formation permet d'accéder à une profession qui procure un revenu. La relation n'est jamais une corrélation parfaite entre ces trois grandeurs. C'est là qu'on voit que la profession opère une certaine transformation de ce qu'est la formation en un revenu. Mais l'idée générale, c'est que le statut socio-économique des individus est bien capté par cette manière de qualifier et d'ordonner intégralement la totalité des individus d'un ensemble social. Il y a une manière importante de relier ces deux approches pour voir comment on évalue la valeur sociale du travail. Les évaluations qui sont recueillies sur le degré de prestige des professions sont ensuite techniquement régressées par une équation, l'écriture d'une équation et le travail économétrique qui s'ensuit, sur les caractéristiques de qualification et de rémunération. Et puis ensuite, l'ensemble des résultats de cette équation de régression sont appliqués à toutes les professions dont on connaît le niveau moyen de qualification et de rémunération. Et on peut ainsi obtenir pour l'ensemble des professions des scores de statut qui sont construits à partir
à la fois d'une approximation de leur valeur sociale, de l'estime qu'on leur porte, et des données objectives de formation et de rémunération. On a donc des mesures composites. Elles dérivent de sommes pondérées de caractéristiques de qualification et de la valeur sociale reconnue à ces professions. On appelle ça éventuellement un indice de prestige, mais on l'a beaucoup appelé ensuite un indice socio-économique de statut. Ce vocabulaire a peu à peu remplacé celui du prestige, qui était trop déférentiel en quelque sorte. Mais la question qu'on peut poser, c'est à quoi donc peut servir une enquête qui demande aux individus de classer des professions selon une échelle de désirabilité ou de valeur sociale, si on admet par ailleurs qu'une grande partie de l'information sur une profession peut être dérivée des qualifications que détiennent les individus qui l'exercent et de la rémunération qu'elle leur procure. Autrement dit, qu'est-ce qu'apporte donc l'idée de valeur sociale, d'estime sociale portée à un métier, à une profession, qui pourtant est une réalité qu'on capte à travers un certain nombre de ces enquêtes? Qu'est-ce que c'est que cette estime sociale? Cette représentation ordinaire du monde social qui hiérarchise des professions ou qui leur reconnaît des qualités à travers des questionnements qu'on peut faire directement aux individus. On peut donc, cette question, on peut la décomposer en deux. On peut demander d'une part si l'incorporation d'un questionnement évaluatif sur les professions ajoute quelque chose, produit quelque chose de plus que qualification et rémunération. Et deuxièmement, mais que vaut au juste cette information qu'on recueille sur ce plus, sur cette valeur sociale, cette estime qui est portée à l'égard des professions. Parce qu'après tout le monde ne connaît pas toutes les professions. Et donc émettre un jugement sur un ensemble très considérable de professions peut s'avérer difficile ou laisser supposer que chacun peut opiner sur l'ensemble du monde du travail sans pourtant en connaître la totalité des composantes. Par ailleurs, les intitulés des professions sont très nombreux et les individus peuvent être sensibles à ces intitulés. Des travaux que j'ai notamment publiés dans un ouvrage collectif sur les professions il y a quelques années montraient à quel point la déclaration de sa profession pouvait varier d'un individu à l'autre et qu'on pouvait en faire une matière d'analyse. Donc, ce travail-là, des collègues, Christine Chambaz, Éric Morin et Constance Torelli, dont je vais rappeler brièvement le travail, l'ont mené dans une enquête de 1996 de l'INSEE qui cherchait en quelque sorte à, non pas réhabiliter, mais à proposer une évaluation sociale du travail professionnel à travers ces mesures de prestige ou d'estime sociale du travail. Et cette démarche avait de quoi étonner parce qu'elle est assez inhabituelle en France, où on a l'habitude plutôt de se représenter le monde du travail de manière multidimensionnelle. Les théories, par exemple, de Pierre Bourdieu, qui sont à l'origine en partie de la refonte des nomenclatures de l'INSEE en 1982, procèdent à une double lecture, une hiérarchie verticale et une différenciation horizontale, et qui engendre ensuite de multiples dimensions de différenciation. Un des motifs qu'on a avancé pour certainement être réticent à l'égard d'une modélisation unidimensionnelle de la hiérarchie sociale tient au risque d'alimenter une représentation ou une théorie fixiste et presque naturalisante des hiérarchies et des inégalités sociales, comme on le voit dans un usage naïf du fonctionnalisme sociologique qui attribue à un ensemble de métiers toujours identiques des privilèges liés aux rôles sociaux qu'ils jouent pour couvrir des besoins importants. C'est une question importante. Pourquoi l'inertie? Et qu'est-ce que veut dire l'inertie des classements et des évaluations du travail? Par exemple, les rôles professionnels qui sont exercés dans le monde de la santé, de l'éducation, de la recherche, de l'initiative entrepreneuriale, c'est plus controversé, ou de la création artistique sont des mondes sociaux qui sont généralement valorisés, ou très valorisés. Et pourquoi donc? Et avec une forte inertie d'évaluation. Pourquoi donc? Et ces mondes-là
ont aussi pour particularité d'avoir des professionnels qui exercent les métiers en question, dont les qualités requises sont graduables jusqu'à des inégalités absolument considérables de performance et de réussite. Dans les secteurs que j'ai nommés, les écarts de réussite sont considérables. Donc, on recherche aussi dans ces mondes-là, on attribue à la fois un prestige élevé, mais on recherche aussi des qualités qui parfois sont payées en fonction et au prix de leur rareté presque extrême. Un chirurgien qui opère très bien vaut beaucoup mieux que 2 chirurgiens qui opèrent moyennement. Il n'y a qu'à raisonner sur son cas personnel pour le comprendre. Et donc, l'argument implicite qui existe ici, c'est que ces besoins et ces fonctions professionnelles, d'abord, elles ont un degré assez élevé d'universalité et elles sont valorisées plus ou moins partout de façon assez similaire. Donc il s'agit moins de déterminer comment on accède à ces professions, mais plutôt de se représenter la hiérarchie de ces fonctions et de ces emplois en admettant que ce ne sont pas des constructions strictement arbitraires et que, à peu près partout, dans des conditions, disons, non contraintes par une construction autoritaire des valeurs sociales du travail, par exemple dans des pays qui ne sont pas ceux où, comme en Chine, on a décidé que le paysan deviendrait l'homme clé pendant la période de retour au champ et retour à la terre de beaucoup d'intellectuels, et qu'on allait faire pivoter les valeurs du travail intégralement sur elles-mêmes. Donc, dans des conditions non contraintes par une construction autoritaire, les professions qui exigent plus d'études et un degré relativement élevé d'expertise, mais parfois aussi plus de tolérance à l'égard de l'incertitude sur la réussite, et aussi des chances inégales de réussite professionnelle, ces professions-là détiennent à un moment ou à un autre, et souvent de manière assez inertielle, plus de prestige que d'autres, sans être d'ailleurs toujours forcément les mieux rémunérés. Ça, c'est un des points importants de découplage entre l'estime sociale qu'on porte au travail professionnel et son niveau de rémunération. Alors, il faut donc ouvrir certainement la boîte noire de ce qu'on appelle l'estime ou le prestige. Je n'ai pas tout à fait le temps d'en donner une définition complète ou d'analyser la sémantique complète de cette notion. Elle peut elle-même susciter un certain nombre de réticences quand, par exemple, les sociologues interactionnistes américains ont voulu critiquer et contester la représentation fonctionnaliste du monde du travail en parlant de ce qu'on appelle les hiérarchies de crédibilité et en disant qu'il faut suspendre les hiérarchies de crédibilité pour dégager le terrain et savoir comment les gens s'y prennent pour travailler ensemble plutôt que de les classer et de les hiérarchiser. Néanmoins, il faut reconnaître aussi que les mécanismes de déférence statutaire ou d'attribution d'estime à des métiers, ce mécanisme-là a une grande efficacité sociale. Ça n'est pas simplement un consentement personnel à une représentation gravitationnelle du monde social, c'est aussi une façon de déterminer par ses choix et ses comportements propres vers où je peux m'orienter, ou orienter mes enfants, ou orienter mes préférences dans mes choix professionnels. Alors, comment est-ce qu'on ouvre la boîte noire de l'estime sociale du travail ou de la valeur sociale du travail? On peut procéder par une approche indirecte ou par une approche directe. L'approche indirecte, c'est celle dont je vais parler un instant de Chambas, Morin et Torelli, qui consiste d'abord à recueillir un ensemble de notes par les individus enquêtés sur une liste de professions et à classer ces professions en les ordonnant hiérarchiquement. Et ensuite, alors j'ai donné ici le questionnement. Voici une liste. On a 122 professions et on répartit ces 122 professions en 3 listes avec des éléments communs aux 3 listes.
pour enquêter, puisqu'on ne peut pas demander aux gens de classer 122 professions, c'est trop, donc on va les saturer, on va diviser l'exercice par 3, et on leur demande voici 42 professions susceptibles d'être occupées par un jeune en début de carrière, en tenant compte du revenu. Donc on donne quelques indices de classement, de la considération sociale, de l'image en entreprise, des perspectives de carrière que peuvent procurer chacune de ces situations professionnelles. Vous voyez qu'on se sert d'un certain nombre d'arguments hérités des traditions de recherche sur ces domaines. Essayez de noter chacune d'elles de 1 à 5. Vous mettrez 3 au métier que vous jugez correspondre à une situation moyenne, etc. Vous mettrez 4 à la note 4 chaque fois que la situation vous paraîtra supérieure à la moyenne, et 5 lorsqu'elle vous paraîtra très supérieure à la moyenne, etc. Donc, on enquête, on interroge, en l'occurrence, 3000 individus, et on recueille donc ces notes à partir de ce protocole. Il y a 2 manières ensuite de traiter les données. Il y a je ne vais peut-être pas entrer dans le détail de la modélisation et de l'économétrie. Il y a une modélisation de type linéaire qui dit en quelque sorte que l'individu exerce un jugement latent, un jugement de valeur latent. On ne sait pas comment il procède pour évaluer, mais on peut représenter cette modalité de jugement comme un mécanisme latent, et il est le produit de ce qui est un effet fixe qui caractérise la plus ou moins grande générosité globale de l'individu. Tout le monde ne note pas de la même manière, donc il faut en tenir compte. Et deuxièmement, un autre effet qui situe la profession dans la hiérarchie des évaluations, ça c'est ce qu'on veut attraper, et un facteur résiduel qui mesure l'attrait qu'exerce chaque profession sur un individu particulier. Il faut tenir compte de tous ces facteurs quand on va estimer ce que veut dire ce score qui est attribué à chaque profession. Et puis, il y a une modélisation non linéaire qui est plus qualitative. Le résultat d'ensemble, il apparaît ici, j'ai donné à gauche le haut de la liste des scores et à droite le bas de la liste. Alors, qu'est-ce qui arrive en tête? C'est un effet de hit parade. Pilote de ligne, c'est une enquête de 96. On peut à la fois penser qu'il y a de l'inertie, et puis quand on va dans le grand détail, il y a probablement évidemment des changements, et on pourrait en faire des marronniers dans la presse. Le médecin généraliste est en 3e position. Le chercheur de laboratoire, voilà, bon, récompense de fonctions que j'estime moi-même assez nobles, est en 2e position. Le juge d'instruction est en 4e position. Le pharmacien en 5e. L'architecte en 6e. L'expert conseil juridique et fiscal est en 7e. L'ingénieur d'études en automobile 8e, etc. Et puis, dans la queue de la liste, nous avons, par exemple, le coiffeur, on a parlé d'un certain nombre de ces métiers antérieurement, le caissier de magasin, le chauffeur de taxi, et puis tout en bas, la femme de ménage chez les particuliers, l'ouvrier à la chaîne, le conducteur de chariot élévateur, l'agent de société de nettoyage, le manœuvre de bâtiment et le gardien dans un lieu public, vestiaire et toilette. Si on enquêtait sur les gardiens des toilettes de la Tour Eiffel, on aurait peut-être un cas particulièrement intéressant de rémunération au pourboire qui est très confortable, semble-t-il, et qui est bien verrouillé par ceux qui détiennent cet emploi, mais en contrepartie, une estime sociale relativement faible ou très faible à l'égard de ce métier. Voilà le résultat. Alors, ensuite, la question, c'est bien sûr de savoir comment est-ce qu'on va interpréter ces résultats. Vous pouvez vous-même vous dire « Ah ben oui, après tout, ça correspond, on peut chacun faire ce test-là. » Mais il faut quand même, pour interpréter ça, il faut tenir compte des caractéristiques objectives de ces métiers, plus ou moins bien évalués, et rapporter donc le score estimé d'évaluation à toute une série de dimensions sur lesquelles il est possible de situer chacun des métiers. Ces dimensions qui sont en quelque sorte des dimensions de caractérisation objective de tous les métiers dont on fait la liste ici, elles comportent ce dont j'ai parlé antérieurement, c'est-à-dire des éléments de situation sur le marché du travail, revenus, ancienneté dans l'entreprise, mais aussi, par exemple, c'est le choix qu'ont fait les auteurs, de part des salariés travaillant dans le secteur public,
C'est un élément de sécurité d'emploi, si on veut. On en a parlé aussi dans un cours antérieur. Deuxièmement, les qualifications, c'est-à-dire le niveau d'études. Troisièmement, l'autorité. Est-ce que j'ai des salariés sous mes ordres ou est-ce que je contrôle la rémunération d'un certain nombre de personnes qui travaillent avec moi? Et enfin, l'autonomie, encore une fois, et l'indépendance dans le travail. Eh bien, quand on examine ces 4 composantes et qu'on les régresse sur les scores qu'on a obtenus, on voit que le déterminant le plus fort qui explique les évaluations qui sont ici, c'est la rémunération et la sécurité d'emploi d'abord, puis le niveau d'études. Donc il n'y a pas de surprise, en ce sens il y a une convergence entre ces mesures et des mesures très objectivistes. Donc vous voyez qu'on se sert de plusieurs outils, mais ils ont des zones de convergence, mais chaque outil dit quelque chose que l'autre ne dit pas. Par exemple, l'âge plus élevé de ceux qui détiennent cette profession et l'exercent joue comme un facteur de valorisation de cette profession. Ça n'est pas simplement un hommage payé aux aînés, c'est aussi des indicateurs d'ancienneté et de stabilité en emploi, bien sûr. Mais un des points intéressants, et je vais le faire à nouveau émerger maintenant, c'est cette question de l'autonomie, qui est une dimension fortement génératrice de valorisation d'un métier. Plus un métier laisse de liberté pour l'organisation personnelle du travail, plus il est valorisé. En revanche, une profession qui comporte l'autonomie vue à l'inverse par la situation hiérarchique, une profession qui comporte de fortes responsabilités d'encadrement, autrement dit, je limite l'autonomie des autres à travers mon travail à moi, eh bien, cette profession est moins bien perçue. Voilà un résultat qui est intéressant. Alors, on peut ensuite, évidemment, regarder comment les évaluations varient en fonction de l'identité des notateurs. Je ne vais pas détailler beaucoup, mais ce qui est remarquable, c'est à la fois la convergence extrêmement élevée, la corrélation très élevée entre les évaluations des ouvriers et des cadres d'un côté, des moins de 40 ans et des plus de 40 ans de l'autre, des hommes et des femmes. Les coefficients de corrélation sont très élevés selon toutes ces dimensions. En même temps, il y a un certain nombre de différences. Les jeunes n'évaluent pas les professions de la même manière que les aînés. J'espère vous... Voilà ici extrait du même travail. Ce que les jeunes préfèrent, ils placent en tête les musiciens, chanteurs, les sportifs, les architectes, les psychologues, les agents d'assurance, les cadres responsables de recrutement, les gendarmes, les professions de photographes de presse. Et les gens qui ont plus de 40 ans placent en tête garagistes, plombiers, officiers de l'armée de terre, responsables de bureaux de poste, caissiers de magasins, etc. Voilà disons, d'autant mieux évalués, ce sont des différences par rapport à une moyenne. Ce ne sont pas des classements, ce sont des différences par rapport à la moyenne. Quels sont les métiers qui sont sensibles à la variation d'âge? C'est plutôt ça que je dois dire. Ça n'est pas une nouvelle hiérarchie. Donc, voilà, cet élément est essentiel. Par ailleurs, évidemment, le niveau de formation des individus notateurs peut jouer. Les métiers les mieux notés sont ceux qui sont notés. Un métier a d'autant plus de chances d'être bien noté par des notateurs diplômés, qu'il procure évidemment un salaire élevé, qu'il est occupé par des gens jeunes et qu'il demande une forte mobilité sur le marché du travail. Alors, la question qui est posée derrière ce genre d'approche, c'est mais de quelle information exacte disposent les individus pour noter les professions? Après tout, ce sont des évaluations subjectives. Quand on régresse les caractéristiques objectives sur les scores qu'ont obtenus les professions, c'est un travail qui prélève des informations cherchées dans des enquêtes qui n'ont rien à voir avec cette enquête-là. C'est des enquêtes sur l'emploi de l'INSEE, etc., qui contiennent un certain nombre d'indications sur les métiers, et on va chercher cette information et la régresser sur les scores pour essayer de les expliquer. Mais implicitement, on suppose tout de même que les individus peuvent avoir une certaine perception de cette valeur, de ces caractéristiques-là, et qu'ils leur font jouer un rôle dans leurs propres évaluations.
mais on ne sait pas comment eux-mêmes les pondèrent, ces différentes dimensions, rémunération, autorité, indépendance, etc. Et peut-être y a-t-il aussi un élément de concours de beauté à la Keynes, c'est-à-dire que je note les professions en fonction de ce que je crois être la manière dont la société se représente la valeur des professions, et pas simplement en fonction de mes préférences personnelles ou de mes connaissances personnelles. Autrement dit, la valeur relative accordée à une profession devient une sorte de composition d'un vecteur de préférence ou d'estimation individuelle, pour toutes sortes de raisons, qui sont liées notamment à la connaissance des métiers, mais aussi au fait qu'on a dans son environnement des gens qui exercent ces métiers, donc on va leur accorder éventuellement un poids plus important, et un vecteur d'estimation de ce que peuvent être les préférences collectives qui sont source de respect normatif ou de considération sociale pour les professions concernées. En fait, on peut aussi adopter, pour essayer de corriger ce flou et cette incertitude sur la signification précise de ces métiers, on peut adopter une approche différente. Et c'est ce qu'ont tenté, je vous cite ici un travail de Christopher Jenks, Laurie Perman et Lee Rainwater, qui s'appelle « What is a good job ?» Qu'est-ce qu'un bon travail, et qui mesure, après, avec une autre technique qui cherche à mesurer la valeur du travail. Et l'idée générale qu'ils ont, c'est qu'il faut intégrer des aspects monétaires et ce qui les prédit, c'est-à-dire la formation, puisque dans mon modèle, souvenez-vous, éducation, accès à une profession productrice de revenus. Eh bien, il faut ajouter à cette dimension du revenu la dimension d'éléments non monétaires. Et ces éléments non monétaires peuvent être plus larges que simplement des questions d'autonomie ou d'indépendance dans l'exercice du travail. Il faut les inventorier et savoir ce qu'ils pèsent dans l'évaluation qu'on fait du travail. C'est un thème que j'ai déjà évoqué antérieurement, donc il revient, parce que c'est une des dimensions essentielles de la cotation multidimensionnelle du travail. Et on va donc procéder en 5 temps. On va rechercher une liste des caractéristiques monétaires et non monétaires des différentes professions. On va enquêter sur les emplois que détiennent les individus et leur demander si les caractéristiques en question font partie des caractéristiques de leur emploi ou non, jusqu'à quel point. Ensuite, on va demander aux individus d'estimer la valeur relative de leur emploi à eux, donc celui qu'ils connaissent bien, par rapport à un emploi de référence. Est-ce qu'il est meilleur, moins bien, etc. Donc on produit un critère d'évaluation subjective, mais à partir d'une norme de référence bien fixée. Donc on contrôle cette référence-là. C'est une sécurité qu'on peut avoir dans l'analyse si on veut. Et puis ensuite, la qualité perçue de chacun des emplois est régressée, selon la technique classique, sur les caractéristiques objectives qu'on a établies dans l'étape numéro 2. Et puis, ces coefficients de régression sont ensuite utilisés pour construire un indice général de ce que les auteurs appellent la désirabilité de chaque profession. Alors, ces différentes qualités non monétaires, monétaires et non monétaires, je les ai listées ici, il y en a 11. Rémunération, avantages sociaux en termes de semaines de congé. Pour les Américains, c'est plus important parce que c'est moins normé qu'en France. Les horaires et la quantité d'heures de travail, on en a beaucoup parlé antérieurement. La profession elle-même, qui est un indice qu'on peut calibrer. Les perspectives de formation et de promotion, j'ai mis avec l'astérisque celles qui sont retenues directement. Revenus, semaines de congé, formation sur le tas, risque de perte d'emploi, donc ça c'est au chapitre des risques, les qualifications qui sont exigées, donc vous voyez qu'on a bien les deux critères classiques de hiérarchisation strictement socio-économique, rémunération et qualification, puis ensuite des caractéristiques techniques des contenus du travail, la part répétitive du travail, l'exposition à la saleté, l'autonomie, contrôle des horaires, supervision fréquente et les caractéristiques de l'organisation. À la place du secteur public, ici on a est-ce que je suis un employé fédéral ou pas, ou un employé d'une autorité locale ou d'un État qui n'est pas l'État central américain, l'État fédéral. Et enfin, est-ce que j'ai un supérieur et mon supérieur a-t-il lui-même un supérieur? Où suis-je dans la hiérarchie des emplois? Et quand on examine les résultats de cette recherche, on voit que les coefficients de la valeur formatrice du travail, je les fais rapidement apparaître ici, mais je vais vous les
commenter plutôt que de vous proposer de les lire, de les déchiffrer de loin, c'est impossible, comme chaque fois. Les coefficients qui ont une importance élevée dans l'analyse, une fois qu'on contrôle le rôle du salaire, donc on va regarder le poids des facteurs non monétaires, et on va voir qu'apparaissent, ça c'est quand même original, chaque enquête apporte son lot d'informations dans son contexte précis, la valeur formatrice du travail et les perspectives de formation en emploi, le on-the-job training, qui a plusieurs caractéristiques. L'importance de la sécurité, toujours, en emploi, approchée ici par des garanties, par exemple, est-ce que le syndicat est présent ou non dans l'entreprise, ce qui est un rôle important aux États-Unis, ça agit beaucoup sur les salaires et les conditions de travail, ou le fait d'être un employé fédéral. Enfin, ensuite, l'autonomie au travail, qui joue à nouveau un rôle très important, les exigences de qualification pour l'accès à l'emploi, et du côté négatif, on a l'exposition au risque de perte d'emploi, un travail dans de mauvaises conditions d'hygiène, le caractère répétitif, le contrôle, la supervision de son travail par autrui. Voilà, évidemment, ce sont des grandeurs qui ont les coefficients et les signes attendus, en quelque sorte. Il n'y a pas de surprise considérable. Ce qui est en revanche plus intéressant comme résultat d'ensemble de ce genre d'analyse, c'est que l'effet combiné des caractéristiques non monétaires de l'activité exercée sur l'appréciation qui est portée sur un emploi, cet effet-là est le double de celui du revenu, ce qui est un résultat fort. Autrement dit, le niveau global d'inégalité sur le marché du travail est estimé par les auteurs à 2,8 fois plus que ce que contient la seule inégalité de rémunération. Donc vous voyez l'intérêt considérable qu'il y a à explorer ce que sont les différentes dimensions de la valeur du travail et de multiplier les protocoles d'enquête pour capturer ces dimensions-là et pour les mesurer de manière rigoureuse. La combinaison de caractéristiques monétaires et non monétaires a donc apporté une information significative et la désirabilité globale des emplois varie en fonction de ces caractéristiques non monétaires. Elle varie davantage qu'en fonction de caractéristiques monétaires, toutes choses égales par ailleurs. On peut retrouver, et je vais achever rapidement l'exposé sur ces points-là, on peut retrouver ces informations d'une autre manière. Je fais ici référence aux travaux aux grandes enquêtes internationales sur les conditions de travail qui interrogent les individus sur leur situation d'emploi et qui leur demandent de calibrer et de noter la qualité de leur travail, la qualité de leur profession. Et je vous donne rapidement un certain nombre que je vais commenter directement comme cela. Je vous donne un certain nombre d'éléments. Là, c'est l'interrogation sur la satisfaction à l'égard de l'emploi. Je ne vais pas détailler beaucoup, mais vous voyez que le taux de satisfaction est généralement très élevé. Autrement dit, quand on interroge directement les gens sur « êtes-vous satisfait au nom de votre travail ?», ce que vous entendez très souvent dans les enquêtes, les Français protestent et en même temps ils se déclarent très attachés à leur travail, ce genre de phrases, alors qu'autour d'eux c'est une catastrophe, le chômage, etc. etc. Et évidemment on protège, et en même temps on est pessimiste, enfin bon. Eh bien, vous retrouvez ça à l'échelle internationale. La satisfaction à l'égard du travail, interrogée ainsi ou questionnée ainsi, elle est en général très élevée. La variabilité des réponses en fonction des catégories socioprofessionnelles, là j'adopte l'échelle qui est proposée, qui est plutôt une échelle anglo-saxonne, je dirais. Ici, ce sont les professions managerial, professional, technical, et puis là, on a les professions dites élémentaires. Bon, eh bien, la variabilité est assez faible. Elle est à des scores très élevés, 80-90%. Maintenant, on peut aller, et je vais passer sur la régression qui donne les facteurs de satisfaction, mais je vais regarder maintenant ce que sont les différentes dimensions de ce qu'est les conditions de travail que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. L'exposition au risque physique dans le travail, eh bien, elle crée déjà beaucoup plus de variations et, comme toujours, les professions sont à nouveau listées
Non, elles sont listées à l'envers, en quelque sorte. Les professions qui sont les plus exposées sont les professions ouvrières et artisanales, et les professions les moins exposées aux risques physiques sont les professions de professionals, managerial, et puis les employés administratifs. Donc là, la variance augmente, et plus intéressant encore, l'autonomie procédurale. Est-ce que je dispose d'une autonomie suffisamment élevée pour exercer mon travail, ou de quel type d'autonomie pour organiser mon travail, le rythmer, etc. etc. Vous voyez que les variations augmentent en amplitude. Et là, on a de nouveau le classement de tout à l'heure, c'est-à-dire les managers, les professionals ici à gauche, et à droite les ouvriers. Donc cette affaire d'autonomie joue un rôle très très important dans l'évaluation sociale du travail, parce qu'elle impacte directement le sentiment qu'on a de ce que peut avoir, la valeur que peut avoir son travail. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les trends in creative work and task variation. Donc, c'est toutes les dimensions de est-ce que le travail est une source de réalisation personnelle, ou comment est-ce que je peux le détecter et le réaliser. Alors, par exemple, mais tout ne l'est pas. On interroge sur est-ce que je peux résoudre des problèmes que je n'avais pas prévus. Vous voyez que le score est très élevé. Donc, ça n'est pas là qu'est la variabilité à l'égard de l'évaluation du travail. C'est beaucoup plus ici dans les tâches. Est-ce que les tâches sont complexes ou non? Évidemment, c'est fortement relié à la qualification et à la nature du travail. Ici, on a comme facteur pouvoir apprendre des choses nouvelles. Le taux est élevé. Les différentes couleurs indiquent les variations selon les années. Ces enquêtes, on en mentionne 4. Elles datent de 1995 jusqu'à 2010. Le vert, c'est 2010 et le bleu, c'est 1995. Ici, c'est appliquer ses propres idées. Là encore, les scores sont plus élevés qu'ici, où on a ne pas avoir de tâches monotones et ne pas avoir de tâches répétitives. Vous voyez que les scores descendent déjà beaucoup. Mais on va aller encore un peu plus loin et regarder comment la capacité d'apprendre des choses nouvelles varie. Elle varie évidemment beaucoup avec les professions, dans des amplitudes moins grandes que tout à l'heure, mais s'ajoute maintenant le facteur de la technologie. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que j'y reviendrai la fois prochaine, rapidement. La diffusion des technologies, c'est-à-dire des technologies informatiques de communication et d'information et de communication, ICT, c'est le bleu. Le violet, c'est pas un usage marginal des technologies. Le vert, c'est les machines. Et le jaune, c'est les machines et les technologies d'information et de communication. Vous voyez la diffusion de ces techniques, par exemple, notamment le bleu clair, c'est-à-dire la technologie de l'information et de la communication entre 2000 et 2010, c'est une diffusion rapide qui déclasse beaucoup des enquêtes antérieures sur les conditions de travail et l'usage des technologies dans les conditions de travail. Et ici, je vous donne la relation entre le travail de nature créative dans ses différentes dimensions et la relation avec les technologies. Savoir utiliser ou non, savoir résoudre ou non des problèmes en fonction de l'usage qu'on fait des technologies. Les couleurs indiquent les mêmes caractéristiques, technologie de l'information et de la communication ou pas, etc. Vous voyez que, notamment dans les tâches complexes, et c'est ces deux-là qui m'intéressent, tâches complexes et capacité d'apprendre, et l'impact des technologies, la couleur bleue. L'impact des technologies d'information et de communication qui créent les écarts les plus forts aujourd'hui sur le marché du travail. Et c'est là que se situe la polarisation du travail. Dans l'enquête de Morin, Chambaz et Torelli, il y a une question sur l'usage des technologies qui donne des résultats pas très substantiels. La technologie est surtout considérée comme un moyen de supervision du travail et à l'inverse, quand on a une substitution de techniques plus performantes à un travail répétitif, évidemment, on n'est plus satisfait. Mais l'attitude à l'égard des technologies était à l'époque encore ambivalente. Maintenant, la pénétration des technologies, notamment numériques, est extrêmement forte et crée des écarts de situation interindividuels dans les métiers qui deviennent de plus en plus flagrants et qui poussent dans le sens de la polarisation.
Et ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Ici, on a les mêmes couleurs pour les technologies distribuées par profession. Ici, ce sont les professionals, et là, ce sont les ouvriers, les opérateurs de machines. Vous voyez que les écarts sont absolument considérables. Je fais figurer, je suis désolé d'aller un peu vite et de défiler, mais ce sont des commentaires plus que des analyses par lesquelles je termine mon heure. Ici, ce sont les quantités d'individus nomades avec leur technologie, les e-nomades, les travailleurs e-nomades, donc qui sont équipés pour tout ce qui permet de travailler partout, mais aussi en un sens avec le fil à la patte. Là aussi, les écarts. Ici, c'est les professions, là, ce sont les secteurs. Les professions, les écarts sont énormes. On a évidemment ici une autre des sources, mobilité et technologie. Ce sont des sources considérables de polarisation des emplois, ce qui vous explique, et je vais terminer là-dessus avant d'accueillir Simon Paille. Ici, je vous donne une indication de ce que c'est que cette polarisation des emplois. Elle est approchée, la qualité des emplois est approchée par la rémunération, le taux de rémunération horaire des emplois. Il est distribué en quintiles. Ça, c'est la rémunération la plus basse et ça, c'est la rémunération la plus élevée. Et on présente ici, alors ça ne se voit pas beaucoup, mais je vous commente simplement les barres en bleu. Les barres en bleu, c'est les changements qui ont eu lieu avec la crise 2008-2010. Où est-ce qu'on a détruit des emplois ? Quand la barre est sous le score de 0, on a créé au-dessus, on a créé des emplois, comme là, et quand elle est sous ce niveau-là, c'est qu'on a détruit des emplois en Europe. Et ici, c'est la quantité d'ensemble des emplois détruits et des emplois créés. Vous voyez que pendant ces années de crise, on a énormément détruit au milieu et on a créé aux deux extrêmes. Et là, c'est le rythme annuel, donc avec pas la même échelle. Le rythme annuel affine l'information, mais montre que cette destruction, elle est similaire évidemment, elle est extrêmement polarisée. Et je pense que, comme aujourd'hui, cette polarisation est fortement liée à la complémentarité des compétences et des qualités individuelles avec les technologies, ou à la substitution. Est-ce que je substitue à quelqu'un, à un secrétaire, je lui substitue une machine, ou je substitue à un gardien de parking un automate, etc. etc. Tous ces métiers qui sont candidats ou qui sont exposés à la substitution se situaient beaucoup dans ces distributions intermédiaires. Et ce sont ces distributions-là qui aujourd'hui révèlent la polarisation. Les qualités du travail, l'évaluation du travail dont j'ai parlé aujourd'hui, elle est soumise à ces transformations très fortes qui poussent à une polarisation du monde du travail. Et la dimension technique qui était peu présente dans les enquêtes sur la valeur sociale du travail, cette dimension technique entre maintenant beaucoup et transformerait certainement le protocole d'interrogation. Mais c'est ça le but de la science sociale, c'est évidemment d'être contextualisé aussi et de ne pas se promener sur des schémas universels de valeur du travail dans l'abstrait. Je vous remercie et je vais inviter Simon Paille. Merci.